Bonjour à tous, à ceux qui commencent à nous rejoindre, on va attendre un petit peu, on va laisser quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Et on va démarrer dans une petite minute, quoi qu'il arrive. Voilà, on a une bonne partie des participants qui sont arrivés. Donc merci à tous et bienvenue dans ce webinaire d'introduction au DevSecOps avec la plateforme JFrog. Donc en gros, l'idée de ce webinaire, c'est de vous introduire à ce qu'est le DevOps, le DevSecOps, et de voir ce que fait la plateforme JFrog. Nous, on se déclare être une plateforme d'aide au DevSecOps, donc vous allez voir ce que c'est que l'outillage nécessaire au DevSecOps, quels sont les enjeux, et comment on s'y prend en gros pour optimiser le développement d'applications tout en les sécurisant. D'accord, parce que c'est ça le DevSecOps. Donc déjà, bienvenue et merci d'avoir rejoint ce webinaire. Si vous voulez le consulter plus tard, il sera aussi publié sur la chaîne YouTube de JFrog. Il y a un chat aussi intégré, donc n'hésitez pas à poser des questions. Il y aura un temps dédié à la fin du webinaire pour y répondre. Donc l'idée, voilà, c'est que ça soit aussi interactif. Pour le bon déroulement de cette session, je vais, et aussi comme elle est disponible plus tard sur la chaîne YouTube, je vais tout faire d'une traite et j'adresserai les questions à la fin, mais j'y jetterai un œil au fur et à mesure de la session pour pouvoir aussi y répondre ou donner des explications. Je vais commencer par me présenter déjà. Je m'appelle David Robin, je suis ingénieur solution chez JFrog depuis maintenant 3 ans et j'aide des entreprises de taille diverses et variées, ça va de la start-up à la grosse banque nationale, à mettre en place des solutions pour développer de plus en plus efficacement et en respectant toutes les nouvelles réglementations qui arrivent au niveau européen en termes de sécurité. L'agenda d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un webinaire vraiment d'introduction à la fois à ce qu'on fait chez JFrog et au DevSecOps. Il est très simple. On va d'abord démystifier ce thème et voir ce qu'on met derrière, le DevOps et le DevSecOps. On va voir en particulier pourquoi on déclare que la gestion de binaires et le dépôt des binaires, c'est la pierre angulaire du DevSecOps. Qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée? Et ensuite, le lien avec l'outillage qu'il peut y avoir en termes de sécurité. Bien sûr, on verra une démo de tous ces concepts. Donc, comme aujourd'hui, vous l'avez compris, il y a écrit JFrog partout, y compris sur mon t-shirt, illustré avec notre plateforme. Donc, on démarre tout de suite par la question et l'objectif principal du jour, c'est qu'est-ce que le DevSecOps? Qu'est-ce que le DevOps? J'ai mis le sec entre parenthèses, puisqu'il y a quelques années, on parlait de DevOps. On parle de DevSecOps depuis quelques années. Donc, le DevSecOps et le DevOps, c'est quoi? À la base, c'est optimiser ce cycle de livraison logicielle et avoir cassé en fait en gros la séparation entre des équipes qui étaient dédiées à la mise en œuvre et à l'exploitation en français des applications, donc plutôt la partie infra, la partie déploiement, d'accord, et les équipes qui réalisent le soft, plutôt les développeurs. Ça, c'était deux mondes isolés avant le concept du DevOps, d'accord. L'idée, c'est maintenant, je vais reprendre une tagline un peu anglaise, you build it, you run it, ok. On construit, n'importe qui peut déployer. Il n'y a plus vraiment d'équipe infra dédiée, c'est-à-dire que les équipes infra vont mettre à disposition un certain type d'infra, mais les équipes de développement produit vont être le plus autonomes possible pour mettre en production, d'accord. Donc voilà, méthodologie pour combiner le développement logiciel et son exploitation. L'exploitation, l'équivalent en anglais, c'était le mot opération, ça donne naissance au mot DevOps par contraction. Donc le but, c'est de fluidifier les cycles, d'accord? Parce que ici, on a un cycle continu entre le code d'une nouvelle fonctionnalité et son déploiement. L'idée, c'est que ça soit aussi rapide. On vise un déploiement dès qu'une nouvelle feature est disponible. Donc, j'allais dire un déploiement par jour, mais ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Là, le DevOps, il n'y a pas de mystère. S'il vous faut 1 an de code pour coder quelque chose, il faut produire le code. Voilà, ça ne va pas réduire le délai qu'il faut pour coder. Par contre, ça va réduire toutes les étapes pour passer du code à une mise en prod. Et ce qu'on veut casser, c'est plutôt des cycles ancienne école où on a un certain nombre de fonctionnalités et on fait une release biannuelle
et vite, parce qu'on se met d'accord avec un infogérant sur une release et cetera. On synchronise les équipes. Ça, voilà, c'est ça qu'on veut casser. On veut pouvoir déployer des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure qu'elles sont disponibles. S'il faut du temps pour les produire, ça, le DevOps ne vous fait pas gagner de temps sur ça, mais si vous imaginez un projet un petit peu conséquent où il y a pas mal de développeurs qui réalisent chacun des nouvelles fonctionnalités, on veut pouvoir les pousser au fil de l'eau. D'accord ? Donc ça, c'est la partie DevOps. La partie SEC, la partie DevSecOps, c'est quoi ? C'est d'ajouter du contrôle de sécurité à chacune de ces étapes. Quand on veut sécuriser un logiciel, on va le voir dans la suite du webinaire dans quelques instants, il y a un certain nombre d'attaques, un certain nombre d'enjeux, et c'est chronophage. Donc si on a fluidifié le cycle quand on fait du DevOps, et quand on s'intéresse à la sécurité, on va dire, on le reparasite avec des étapes de sécurité comme générer un SBOM, comme changer de framework au dernier moment parce qu'on a scanné en bout de chaîne et on a vu qu'il y avait des vulnérabilités critiques, bah là, on passe à côté du but premier, d'accord ? Donc il faut aussi automatiser et intégrer le développement sécurisé dans ce cycle fluide. Et c'est ça le DevSecOps. Donc ici, je vous ai mis quelques étapes qui viennent se greffer. La détection de secrets dans le code, je ne veux pas committer un token d'API, je veux vérifier que ce que j'ai déployé, c'est bien ce qui a été produit et buildé suite à un commit d'un développeur. Mes équipes de sécurité vont me demander de savoir ce qu'il y a dans le logiciel pour si demain j'ai un nouveau Log4Shell qui arrive, être au courant, ça s'appelle le SBOM, des systèmes de signature pour automatiser le déploiement et vérifier la provenance d'un artefact, voilà, et pouvoir contrôler les frameworks et les dépendances qu'on utilise. Il y a d'autres enjeux, et ça c'est des étapes principales, et il faut aussi les automatiser. Donc le DevSecOps, c'est ça, d'accord ? On applique aussi DevOps, on a vu ce que c'était avec le DevOps, de l'automatisation aussi en termes de sécurité. Et ça, c'est quelque chose en plus qu'on va demander aux développeurs. Il y a de l'outillage, bien sûr, mais c'est quand même un changement d'état d'esprit qu'il faut inculquer à ces développeurs. Il y a des impacts pour eux, c'est pas transparent, même si on a de l'outillage. Il va y avoir de l'impact déjà juste sur la partie DevOps. C'est-à-dire, si on veut livrer vite, il va y avoir une façon de concevoir le logiciel pour y intégrer de la modularité, d'accord ? Et par modularité, j'entends pas le débat microservice contre monolithe, j'entends vraiment modularité en termes de librairie. Je vais casser autant que possible, pas dans le but de faire une usine à gaz, mais dans le but de faire des modules qui ont du sens, un module d'authentification, un module plutôt de framework de composants graphiques, des choses que je vais pouvoir réutiliser, des choses qui sont censées être plus ou moins indépendantes et que je consomme dans une autre partie, dans le but de casser des dépendances et de pouvoir modulariser mon application, même si c'est juste une application qui tourne dans un container, pour pouvoir livrer le logiciel en différents morceaux. On va appeler des packages. D'accord ? Donc ça permet d'avoir un tronc, en termes d'arborescence des sources, qui est livrable plus souvent. D'où l'intérêt avec le cycle. On n'attend pas, si quelqu'un était en train de refactorer d'ailleurs, je vais éviter de faire pas trop d'anglicisme, mais qui était en train de reconstruire ou de changer profondément une certaine partie de l'application, et que quelqu'un a fini une autre fonctionnalité, bah, c'est dommage de ne pas pouvoir livrer parce qu'on est en attente d'une autre stabilisation d'une autre partie du morceau de code. Donc, le fait de coder modulaire va amener cette interdépendance et ce contrôle de je vais utiliser telle version de la librairie pendant qu'ils sont en train de casser fortement et de changer et de fournir une version qui nous permettra de faire des évolutions, mais pour les petites évolutions en cours, moi, j'ai pas d'impact tant que je garde notre ancienne version. Voilà, ça va être ça, en fait, un des enjeux. Ensuite, il va y avoir de l'outillage en termes d'analyse du code. Si je veux éviter de produire des zero days, il faut qu'il y ait un écosystème développeur qui permette de contrôler ça. Si je dockerise mon application, je vais contrôler l'image Docker, qui peut amener un certain nombre de vulnérabilités parce que c'est plus vaste que le code. En fait, une image Docker, on peut le voir comme une petite distribution Linux embarquée, donc elle arrive aussi avec son système de package, et donc elle peut avoir des dépendances incluses dans l'image Docker qui ne sont pas liées à l'application elle-même, qui vont être des issues de sécurité. D'accord ? Il y a tout l'outillage autour du workflow de travail avec Git. Est-ce que je veux contrôler une pull request en termes de sécurité? Est-ce que je veux la bloquer si, pour réaliser une nouvelle évolution, le développeur a été chercher une dépendance, au final il ramène un package malicieux? Déjà, il faut que je bloque le package malicieux, mais s'il ramène aussi un autre framework qui contient beaucoup trop de vulnérabilités, il faut aussi que j'aie un autre dessus. D'accord ?
Enfin, des parties qui ne vont pas être forcément liées à ce qu'on va voir aujourd'hui dans la plateforme JFrog, mais si on veut déployer en toute sérénité, en toute confiance, il faut prendre au sérieux les tests. C'est un message qui est passé quand même dans la communauté depuis le nombre d'années, et il faut se construire une belle pyramide de tests. L'enjeu, ça va être de sécuriser les déploiements fréquents sans trop impacter la vélocité. Ça va toujours être ça le compromis. Ça va être outillage autour du logiciel et impact sur la vélocité, d'accord? Il va falloir aussi être capable de monitorer la production pour pouvoir avoir une réponse rapide aux découvertes de CVE qui tournent en production et relivrer une nouvelle version iso-fonctionnelle, mais avec des dépendances qui vont fermer la porte à ces failles de sécurité d'écoute. Donc ça, c'est un changement culturel. Et souvent, j'aime bien l'illustrer, et aussi vous, pareil, quand vous avez ce discours. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui j'ai plus de développeurs ou de gens un peu plus dans la partie direction du système d'information ou DevOps, hein, n'hésitez pas à me le signaler dans le chat. Mais en gros, si le développeur, son travail, c'est de produire de logiciels qui sont matérialisés là dans cette illustration par des petits cookies faits maison, d'accord? Passer aujourd'hui à un développement automatisé et à un contrôle en termes de sécurité, c'est passer de ces petits cookies à ce paquet de gâteaux. Et comme je le dis souvent, en fait, l'industrie agroalimentaire, elle existe depuis plus longtemps que l'industrie logicielle, mais au final, quand on voit toutes les contraintes demandées par l'Union européenne, c'est ça qu'on nous demande de faire, et c'est aussi ça qu'exige le DevOps. Quand vous allez au supermarché, que vous prenez votre boîte de paquets de gâteaux préférés, vous y réfléchissez même pas. C'est normal d'avoir un contenant et un contenu, d'avoir des informations légales, comme ce logo AB, comme le Nutri-Score, comme la date limite de consommation, et quand je retourne le paquet, d'avoir la liste des ingrédients. C'est très proche de ce qu'on nous demande en termes de sécurité, en termes de traçabilité des versions, en termes de contrôle continu, en termes de liste des ingrédients qui est le SBOM, d'accord? Et en termes de packaging, c'est très proche du DevOps. Le paquet de gâteaux et les palettes de carton de biscuits, c'est très pratique pour aller de l'usine au supermarché, et le paquet, il est pratique pour aller du supermarché à chez vous, d'accord? Donc ça, on n'y réfléchit même pas, mais en fait, voilà, c'est normal de produire un contenant avec un contenu, pardon, avec de la réglementation autour du produit brut, d'accord? Jusque-là, les releases, ça pouvait être produit sur un coin de table d'un développeur un peu plus chevronné que les autres, et quand il est en vacances, on ne peut plus mettre en production. Mais l'enjeu du DevSecOps, voilà, c'est vraiment de passer de ça à ça. C'est aussi simple que ça, et les parallèles entre le monde de l'agroalimentaire et le monde du logiciel sont flagrants si on prend toutes les dernières réglementations. Un petit peu pour cette introduction. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me signaler s'il y a des concepts pas clairs. Mais maintenant qu'on sait ce que c'est que le DevOps et le DevSecOps, comment ça s'harmonise au sein d'un cycle de développement logiciel? Vous avez représenté sous les yeux ce cycle de développement, on y reviendra pendant le webinaire, bien sûr, mais ici, ce cycle assez classique commence par un développeur qui va choisir des logiciels, des composants open source sur lesquels il va bâtir son application pour pas partir de zéro. Ici, on est dans l'écosystème développeur. Le développeur, il peut avoir une ligne de commande si c'est un VI Lover, où il va pouvoir auditer son dépôt de source. Il va y avoir un IDE, bien souvent, où il va pouvoir taper son code, être au courant via un plugin des dépendances, de ce qu'elles amènent, et aussi de voir s'il a tapé du code qui présente des failles en termes de sécurité. Il va committer son code dans un gestionnaire de sources Git, donc typiquement GitHub, GitLab, Bitbucket, toutes ces solutions-là, d'accord? Ce gestionnaire de sources, il va aussi falloir le contrôler sur la durée, d'accord? Il faut le contrôler sur des événements. Quand le développeur pousse son code, il faut contrôler qu'il n'y ait pas de secret, il faut contrôler qu'il n'y ait pas eu de dépendance qui introduise trop de vulnérabilités, mais il faut le faire sur la durée, parce que les vulnérabilités peuvent être découvertes demain, d'accord? Ça, il ne faut pas oublier que c'est un écosystème qui bouge, et que tous les jours, il y a des gens qui cherchent à exploiter des failles de tel ou tel framework, et que les CVE, des fois, elles sont connues quand on récupère un package, mais des fois, elles sont trouvées a posteriori, d'accord? Donc toujours un aspect à la fois événementiel, quand on crée un nouvel asset, de le scanner, mais de ne pas perdre dans la durée le scan. Une fois qu'on est parti de cette étape du code, on va construire des choses. C'est l'étape de build and test. Donc là, j'ai un événement Git qui me donne naissance à un pipeline, ou j'ai, au pire des cas, un pipeline déclenché manuellement par rapport à un tag, d'accord? Mais je déclenche, à partir de ce matériel de base qui est les sources plus les dépendances open source,
un workflow de CI, c'est le terme, donc voilà, un pipeline, qui va me construire des artefacts et que je vais aussi stocker et scanner sur mon gestionnaire de binaire. Donc l'idée, ça va être de construire, une release, d'accord? Un objet ou plusieurs objets qui représentent une release, dans le but de les qualifier. Qualifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, les mettre à disposition sur un environnement pour tester la feature branch, puis les amener à un environnement de staging, puis en production, d'accord? Mais l'idée, ça va être de produire ce cycle, heu, évolution de code, validé, construction de nouvelles releases, qualification de la release, l'emmener vers la production. À cette étape, là, on va commencer à parler d'un, gestionnaire de binaire, d'accord? Le gestionnaire de binaire, il va vous faire, en fait, office de proxy entre, les repos publics, par là j'entends, Docker Hub, le Maven central et votre développeur et aussi votre CI qui va devoir, récupérer les mêmes dépendances que le développeur a utilisées pour construire son logiciel, d'accord? Donc il va faire office de proxy. Ça va être très pratique parce que sur ce proxy, vous voyez un peu l'icône de notre produit, nous ce gestionnaire de package, je vous spoil un petit peu, ça va s'appeler Artifactory, d'accord? C'est cette icône, le rond avec une barre, et ben, on va pouvoir filtrer ce qui arrive, chez nos développeurs et dans notre entreprise avec un firewall. Et vous voyez qu'ici, le développeur qui bâtit sur des paquets open source, sur cette illustration, ils vont être filtrés, d'accord? Donc première étape d'automatisation, une fois qu'on récupère ces packages au travers d'un gestionnaire de binaire, on va pouvoir appliquer du contrôle. Chez nous, c'est un outil qui s'appelle Curation et vous voyez l'icône, c'est ce qui entre dans Artifactory, d'accord? Donc d'où l'effet de filtrage sur les packages open source. Donc là, il y a déjà eu un filtrage et un contrôle sous-jacent. Ça, c'est pour les dépendances open source. Maintenant, comme je l'ai dit, on va construire des choses à partir de ces dépendances open source et à partir de notre code. Ça va donner naissance à d'autres binaires, souvent du même type. Par exemple, je vais récupérer une image de base pour construire mon image Docker. Dans le cas, j'ai une image Docker de base et mon résultat, c'est une autre image Docker. D'accord? Et ça, je vais l'envoyer sur mon gestionnaire d'artefacts. Et là, va interagir un autre composant qui est dans notre plateforme, qui s'appelle l'outil de scan SCS, Software Composition Analyst, donc l'outil de scan de composition, qui va scanner l'image Docker au moment où elle arrive sur Artifactory, mais aussi dans la durée. Comme je l'ai dit, ça c'est une étape importante. On scanne les choses quand on les produit, mais on les scanne en continu parce que les CVE vont être découvertes au fil de la vie d'un binaire. D'accord? Ils sont découvertes tous les jours. Donc ça, chez nous, c'est une partie qui s'appelle X-Ray, d'accord? Et qui se découpe en 2 packs au niveau, après commercial, parce que techniquement, en fait, on fait plusieurs scans. Il y a vraiment la partie, analyse de binaire, où là, je reprends l'exemple de mon paquet de gâteaux. L'idée, c'est de vous produire cette liste d'ingrédients. J'envoie quelque chose, j'envoie un cookie sur Artifactory. Je veux savoir ce qu'il y a dedans, des éclats de noisettes, tant de sucre, tant de farine, et cetera. Voilà. Je vais faire la même chose sur une image Docker. Je l'envoie sur Artifactory. OK, c'est une image qui est basée sur de l'Ubuntu. Dedans, j'ai tel et tel package Debian. L'application du développeur, c'est en Python. Et ben, je vais détecter tel ou tel package PyPy, plus mon code, plus je vais regarder s'il y a des secrets, et cetera dedans. Alors, regarder les secrets, comment s'analyser le code. Chez nous, c'est un deuxième jeu de test et c'est un deuxième pack qui s'appelle Advanced Security. Mais en termes d'étapes, c'est une étape de contrôle côté serveur qui arrive sur cette image Docker et qui va amener du contrôle continu. Mais par rapport à la nature des analyses, il va y avoir des analyses de types différents. On a un produit qui va faire l'analyse de type SCI qui va nous donner voilà, exactement la liste des composants. Donc quand on a la liste des composants, on a la liste des CVE, on a la liste des licences, d'accord? Et une analyse un peu plus basée sur ce qui a été produit et sur le contexte global d'une application. Donc ici, on va trouver de l'analyse de code, l'analyse de fichiers texte quel qu'il soit, et ça va nous permettre de faire de la détection de secrets, de filtrer par rapport à cette liste de CVE les vrais et faux positifs. Donc ça, c'est la partie Advanced Security, on va la voir aussi en détail. Mais là, on est toujours dans cette partie build. Donc j'ai des releases, et au-delà de ma sécurité, je vais les qualifier fonctionnellement. Peut-être certaines, il y aura un bug, fin de vie, d'autres remplissent les critères, production, d'accord? Ici, chaque fois qu'on déploie quelque chose, le maître mot, ça va être la traçabilité. Encore une fois, parallèle parfait avec l'agroalimentaire. Vous avez peut-être sans doute entendu tous des fois des messages de produits rappelés quand il y a un souci. Le paquet de biscuits peut être chez vous, puis il y a eu un problème avec une poudre d'œuf en Italie, machin, et cetera. Il y a des lots qui sont rappelés.
La partie runtime, c'est exactement la même. C'est-à-dire que là, je dois être capable de surveiller ce que j'ai déployé, les paquets de gâteaux que j'ai vendus avec des numéros de lot, et de les rappeler en cas de découverte d'une CVE, découverte a posteriori. Donc chez nous, c'est un composant qui s'appelle le runtime. On a d'autres composants qui gravitent autour de la mise en œuvre des applications. On a aussi de quoi gérer une solution IoT. Si les endroits où on va déployer le logiciel, c'est un parc de devices particuliers, ou répondre à des use cases type download portal, si je mets à disposition un SDK, de distribution interne avec des zones réseau ségrégées, etc. Il y a aussi ça dans la plateforme. Je vous le mentionne aujourd'hui. Comme c'est une introduction au DevSecOps, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur cette chaîne centrale. Je les omets aujourd'hui, mais voilà, comme c'est aussi une petite découverte, sachez que on a aussi des choses comme ça à disposition dans notre plateforme. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est la partie runtime qui finit cette boucle et qui vous permet, voilà, de contrôler en continu, cette fois-ci, les environnements d'exploitation dans lesquels sont déployées vos versions logicielles. D'accord ? Donc on l'a compris un petit peu, ici, tout va transiter forcément par le gestionnaire d'artefacts. Il est fondamental parce que la gestion de package et la gestion de binaire, c'est lui qui va vous permettre à la fois d'avoir une sécurité efficace, d'avoir une traçabilité, mais c'est aussi lui qui va vous permettre de développer de façon modulaire, hein. On a vu que c'était le nerf de la guerre pour livrer vite. Ça sert à rien d'avoir plein d'outils si à la fin mon application c'est un gros plat de spaghettis et où quand j'ai fini quelque chose, je suis obligé quand même d'attendre que quelqu'un d'autre finisse sa tâche pour avoir une application qui est stable et qui fonctionne. L'idée, ça va être de découper une application en petits morceaux, un petit peu ce que fait IKEA avec les meubles, hein. Quand vous composez une cuisine, au final, il y a des éléments sur étagère et vous les assemblez pour faire le produit final. Et ben, ça va être la même idée, d'accord? L'entrepôt de binaire, bah, voilà, d'ailleurs, ça ressemble assez fortement à quand vous allez, vous arrivez à la dernière partie d'IKEA où vous allez rechercher les petits numéros des packages. C'est exactement la même idée dans le développement logiciel. Je vais assembler, à la fin mon application avec telle version, de cette librairie, de composants graphiques produite par mes équipes, d'accord? Et ça, c'est stocké dans l'entrepôt de binaire. Donc l'entrepôt de binaire, la gestion de package, c'est quoi? C'est un ensemble de logiciels permettant de chercher, installer, upgrader, supprimer des packages sur un ordinateur. L'exemple classique auquel on pense, ce sont les packages liés aux distributions Linux, Debian ou Red Hat, donc les points deb ou les RPM, d'accord? Parce que là, on a des outils, on voit bien. Mais dans le développement logiciel, en fait, quand on a un langage particulier, on peut aussi se créer ces petits packages plutôt logiques. Donc ça va plutôt être une librairie pour gérer efficacement les logs, une librairie pour gérer mon identification utilisateur, une librairie pour gérer les contacts par formulaire, etc. D'accord? Et puis bien souvent, il y a aussi des librairies open source qu'on utilise pour gagner du temps. Mais la problématique, ça va toujours être de mettre à jour une librairie, d'en supprimer une, de la remplacer une par une autre, et de les entreposer, d'accord? Donc, il y a un certain nombre d'écosystèmes qui sont listés sur cette page, par exemple NPM pour JavaScript, Cargo pour Rust. Chaque langage arrive avec un ou plusieurs gestionnaires de packages, d'accord? Donc, la gestion de package, c'est ça, c'est souvent une petite application cliente, donc pensez apt pour Debian ou Yum pour Red Hat, mais Docker, la ligne de commande Docker, c'est aussi un client de package, tout comme les Podman. Et la ligne de client NPM permet d'installer, supprimer, upgrader. D'accord? Donc ça, c'est ça la gestion de package. Un terme qui gravite souvent avec le terme package, c'est artefact. C'est quoi la différence entre les deux? Dans certains cas, ça va être la même chose. Un package va être un artefact, mais souvent un artefact, c'est un fichier qu'on upload. Donc, par exemple, si je veux illustrer la différence entre les deux, je vais prendre une image Docker. Image Docker, un tag donné d'une image, donc MySQL 1.2.3, ça c'est un package. C'est un ensemble logique que je vais pouvoir installer, je vais pouvoir faire un Docker pull MySQL 2.5.2.3. D'accord. Cette image, elle va être composée de plusieurs artefacts. Par exemple, il y a le manifeste, c'est un artefact, donc un artefact c'est un fichier, et chacun des layers de l'image Docker sera un artefact. Parfois, le package, c'est l'artefact. Par exemple, un package NPM, à la fin, c'est un gros zip avec un certain layout. Donc là, il y a une bijection, mais pas forcément. D'accord? Donc, il y a deux termes un peu différents. Artefact, fichier unitaire. Package, ça peut être un ensemble d'artefacts. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être un ensemble d'artefacts. D'accord?
Donc le gestionnaire de binaire permet de gérer tout ça. Les enjeux, c'est la modularité, l'indépendance, ça c'est vraiment capital et vous avez compris, je l'ai répété plusieurs fois parce que c'est ce qui permet d'aller vite. C'est ça la pierre angulaire du DevOps, c'est pour ça qu'on commence par le gestionnaire de package. La traçabilité, vous allez voir que dans cette gestion d'arborescence, je sais qui a envoyé ce package, à quelle date, combien de fois il a été téléchargé, par qui, par quoi. D'accord ? C'est ce qui permet aussi d'aller vite doublement, en plus de l'indépendance qu'on crée sur un projet donné, parce qu'on va pouvoir aussi partager les librairies au sein de la société. En général, on n'a pas qu'une application dans une société, ça peut arriver si c'est une petite société, mais par exemple, quand je commence à construire des applications intranet, je vais vouloir factoriser mon système de gestion des utilisateurs. Le SSO ou le fournisseur d'identité, ça va toujours être le même au sein de la société, donc je vais encapsuler ça une bonne fois pour toutes pour telle techno. Donc je vais pouvoir partager des librairies et donc réutiliser et gagner du temps, pas seulement avec les librairies open source, mais avec les librairies qu'on appelle inner source. Okay, inner source, open source, les librairies internes et externes que je vais pouvoir partager aussi entre les projets. Donc ça aide aussi. Le gros bénéfice, c'est évidemment, j'ai tout au même endroit. Donc la centralisation des packages et dans l'aspect sécurité, c'est plus facile de contrôler les packages. Je crois que c'est mon slide d'après, voilà. Je vais en profiter pour vous introduire ce slide à l'occasion de ce point. Hein. Donc, on va passer de cet état-là, sans gestion de binaire, où potentiellement mes développeurs récupèrent ce qu'ils veulent d'où ils veulent. On voit juste en évoquant cette possibilité, en quoi c'est un problème en termes de sécurité, d'accord ? On n'a aucun contrôle. Et derrière, ils vont aussi stocker ça de façon plus ou moins élégante suivant la technologie. Donc sur chaque package, il y a des petits projets open source qui permettent de faire registrer privé. Mais après, on se retrouve à en avoir une kyrielle de déployés. Dans certains cas, les développeurs n'ont pas été jusque-là et ils ont un gros zip qu'ils hébergent quelque part. Voilà. Le type de stockage mis un petit peu au hasard, mais dans ce qu'on rencontre couramment. Mais l'idée, c'est de passer dans cette configuration. Donc ici, on voit que si j'ai établi comme un péage pour tout ce qui est artefact, c'est plus simple de contrôler. C'est d'ailleurs l'idée du péage. Vous arrivez de plein d'endroits, vous passez par un point de contrôle unique, hop, et comme ça, on peut vous demander de vous acquitter de vos droits de péage. D'accord ? C'est la même idée sur l'open source. On établit une source de vérité, comme ça on peut contrôler ce qui entre, on peut contrôler ce qui est stocké sur la durée. Voilà. Donc ça, c'était un gros bénéfice qui est la centralisation. Et donc, le contrôle des logiciels aussi bien externes qu'internes. D'accord ? Ça va être vraiment aussi l'intérêt. Donc, tout ça, c'était décrit par le slide que je viens de vous expliciter. D'accord ? Donc ça, la gestion universelle de binaire, une fois qu'on a inclus ça dans son organisation, on a mis en place un outil central au passage au DevOps, d'accord ? Puisque on va pouvoir coder modulaire, on va pouvoir qualifier notre logiciel, on va pouvoir, c'est assez vaste, hein, mais bénéficier de tout un nombre d'automatisations, parce que ce logiciel de binaire, il a cette fonctionnalité d'entrepôt, mais évidemment, autour, il y a tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'événements. J'ajoute une nouvelle image Docker, j'automatise un déploiement parce que j'envoie un ping avec un webhook, etc. Ça, il y a ces fonctionnalités dans la plateforme, donc ça permet vraiment de centraliser, de démarrer son automatisation. D'accord ? Mais ça ne nous donne toujours pas la sécurité. On a établi ce point de contrôle, mais maintenant, il faut vraiment mettre en place les briques qui étaient sur la vue d'ensemble que je vous ai explicité, que je vous remets là, d'accord ? Une fois qu'on a mis ce gestionnaire d'artefacts, nos développeurs vont récupérer les dépendances, notre CI va aussi récupérer les dépendances à partir de Artifactory, on va s'en servir pour gérer la qualification logicielle et le déploiement dans certains environnements de staging et de production. Mais l'enjeu, c'est aussi de s'attaquer à la partie haute, aux petites icônes qu'on a mis ici au-dessus, liées à la sécurité. Et donc ça, c'est la partie DevSecOps. Donc ça va commencer par établir sur ce point de contrôle, sur ce péage, un filtrage. D'accord ? C'est un peu comme si j'interdisais certains types de véhicules au moment du péage. Ça va être l'idée sur les packages open source. Je vais pouvoir les filtrer, et pas que en termes de sécurité. Comme j'ai cette gouvernance, je peux dire, tiens, en fait, tout package qui n'a pas de licence open source claire, j'en veux pas. Ou je veux pas des versions trop vieilles. Souvent, elles sont porteuses de beaucoup de vulnérabilités, mais en fait, je veux juste pas de versions trop vieilles, je veux pas que mes développeurs développent sur un socle technologie obsolète. D'accord ?
Donc on a un contrôle à ce niveau-là. Donc ça s'appelle curation et c'est firewall de package open source. Ensuite, il faut sensibiliser les développeurs et mettre en place le contrôle continu et le contrôle à l'arrivée sur Artifactory, donc la partie SIA et Advanced Security avec X-Ray et avec son module Advanced Security. Et enfin, il faut être capable de contrôler le runtime. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir en image. Juste garder à l'esprit que si nous, on gère ça sur toute la ligne, c'est pour une bonne raison. Parce qu'en fait, la sécurité logicielle, on a vu qu'il y a plein d'étapes pour réaliser le logiciel, c'est pas si simple. En fait, il y a des attaques de nature différente à chacune des étapes de construction du logiciel. Donc à l'étape où on choisit les packages open source, si je les orthographie mal, je peux récupérer un package malicieux. Mon code, je peux créer du code non sécurisé, je peux être victime d'SQL injection, etc. Je peux créer des 0 days, donc il faut que j'en sois au courant. Les packages que je vais récupérer peuvent contenir des CVE, et aussi quand je package mon application, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple que je prenais, c'est une application dockerisée, l'image Docker va m'introduire d'autres CVE. Au moment où je vais créer ce qui s'appelle une promotion, ou plutôt un package pour un environnement spécifique, je peux aussi être victime de certaines attaques. Ici, on a illustré, alors c'est pas exhaustif, c'est des attaques à titre d'exemple. Je peux leaker un secret particulier vers une base de données de dev, de prod, etc., suivant comment je construis ma release pour un environnement donné. Mais je pourrais aussi avoir des artefacts qui ont été altérés, d'accord ? La façon dont je vais mettre en œuvre le logiciel, peut y avoir des soucis et des problèmes de sécurité liés aux fichiers de configuration que j'utilise. Et enfin, au moment où je déploie, il faut que je vérifie que les binaires n'ont pas été altérés, tempérés, comme dans cet exemple, et que c'est bien le binaire qui a été supposé venir de ce build-là, qui a été déployé à tel endroit. D'accord ? Ma production peut aussi être victime d'attaques. Je vous montre tout ça non pas pour vous effrayer, mais pour vous indiquer que c'est une chaîne. D'accord ? C'est une chaîne à contrôler dans son intégralité, et c'est encore une fois la même problématique dans la chaîne agroalimentaire. Je l'illustre. Prenons l'exemple suivant. J'amène dans un restaurant un plat à un client, il prend 2 cuillères, il tombe raide mort. D'accord ? Ça peut être quelqu'un qui, entre le plat préparé en cuisine et le moment où le serveur l'amène, a mis quelque chose de pas correct dans l'assiette. Ça peut venir d'un souci en cuisine à l'assemblage. Ça peut venir d'un ingrédient produit par un des producteurs impliqués dans le choix des ingrédients pour réaliser cette recette. On voit bien toutes les étapes différentes avec des problèmes différents. D'accord ? Donc c'est vraiment une chaîne, et pour qualifier cette chaîne, pour se prémunir des menaces diverses et variées, il n'y en avait qu'un exemple à chaque endroit, c'est une suite d'outils. Donc là, on voit un petit peu la problématique. Ici, c'est un webinaire d'intro. Je ne vais pas vous détailler chacune de ces poches. J'ai commencé un petit peu à le faire. Une partie plutôt analyse des ingrédients, une partie SIA, on va qualifier ce qui tourne dans un logiciel, dans un binaire, et aussi voir si on a des packages malicieux ou pas. Il va y avoir des parties où on va plus étudier le code produit, voir si il y a des patterns de code qui vont ouvrir la porte à certaines CVE, voir si on a cliqué des secrets, etc. Donc c'est un autre outil d'analyse, d'accord ? La partie firewall et contrôle des dépendances, c'est la partie runtime. Beaucoup d'étapes, et ça, si vous n'avez pas une approche plateforme comme on a nous chez JFrog, c'est plein d'outils à déployer et plein d'outils à maintenir, parce que la sécurité, comme j'ai dit, ça bouge tous les jours. Donc si j'ai 3 outils qui ont chacun leur base de vulnérabilité, j'ai 3 bases de vulnérabilité à mettre à jour tous les jours. Okay ? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est pour ça que nous, on a une vision en fait holistique et on appelle ça bout en bout, d'accord ? Parce que c'est vraiment fondamental. Et l'image que je prends, souvent, c'est le tonneau. En sécurité, on dit souvent que c'est le trou le plus bas qui nivelle le tonneau. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si là, c'était pas une image mais une vidéo, c'est ce trou-là qui va s'arrêter de couler, puis celui-là, et en fait, j'ai mon eau qui va arriver à ce niveau-là. D'accord ? Donc ça sert à rien d'avoir une sécurité overkill jusqu'à l'étape de mon code si je suis complètement aveugle sur mon build et sur ma production. D'accord ? Parce qu'à la fin, c'est le trou le plus bas qui va niveler le tonneau. Donc il vaut mieux mettre en place les contrôles de bout en bout, y aller progressivement, hein, mais d'avoir de toute façon les 3 trous au début à ce niveau-là, puisqu'à la fin c'est ce niveau-là, puis à l'étape d'après,
on va demander un peu plus à développeurs ou à certains types de projets, puis mettre tous les trous à ce niveau-là, ou si c'est un projet exposé publiquement qui manipule de la data sensible, mettre tous les trous à ce niveau-là. Sécurité 0, vous le savez, ça n'existe pas. Mais voilà, moins de faire une sécurité cohérente, parce que, comme je l'ai dit, hein, en fait, dans le DevOps ou dans le DevSecOps, ça va toujours être un compromis sur les résultats en termes de packaging et d'efficacité de déploiement versus ma vélocité pour coder vraiment ce qui fait la valeur de l'application. Si j'impose une sécurité overkill pour aller là, mais qu'au final, je me retrouve là, je perds de l'effort. D'accord ? Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Ça, c'est quelque chose d'important et je voulais finir là-dessus les explications théoriques. Donc maintenant, je vais vous montrer tout ça un petit peu en image avec la plateforme JFrog. Alors pourquoi on parle de plateforme chez nous ? Parce que tout est au même endroit, d'accord ? Ici, on va retrouver la gestion d'artefacts. Donc vous reconnaissez un petit peu les icônes. Je vais zoomer un petit peu le temps de vous montrer ça. On a la partie vraiment gestion d'artefacts, la partie sécurité, qui décline en plusieurs parties avec le catalogue et le filtrage en amont, la partie runtime. Et il y a d'autres choses dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais on a des capacités en termes de machine learning pour aider à fluidifier et appliquer en fait le cycle DevOps aux projets qui utilisent du machine learning, puisqu'il y a une problématique particulière qui est la data science, et les gens qui sont aptes à créer un modèle efficace ne sont pas forcément les développeurs les plus chevronnés aux best practices, et ils ne sont pas forcément proficients au Kubernetes pour mettre à disposition leur modèle. Donc, on a une partie qui fait ça, on a de la gestion IoT, et on a aussi de quoi distribuer efficacement l'application en interne. Faire plus de choses, mais d'où le terme plateforme chez JFrog. Tout commence, comme je l'ai dit, par la gestion d'artefacts. Donc, en gros, le gestionnaire d'artefacts va nous permettre de créer des entrepôts, on appelle ça des repos, des repositories, okay, pour chacun des types de technologies existants. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais pouvoir créer, si je fais du Docker, un repo Docker ou OCI. Si je fais du Python, je vais pouvoir créer un repo Python ou Conda. Si je fais du C#, je vais pouvoir créer un repo pour héberger mes packages Nuggets. Si pour l'instant, je gère dans mon gestionnaire des sources un dump de base de données et des fichiers PSD, je vais pouvoir les envoyer sur Artifactory avec la fonctionnalité Git LFS. Si j'ai des archives, je vais pouvoir aussi les gérer sur le type générique. Vous voyez un petit peu toutes les icônes, on gère tout, même Hugging Face qui fait le machine learning. Donc ici, le but du jeu, ça va être de mettre en place son contrôle de péage, okay, la centralisation. Donc on va avoir des repos qu'on va appeler locaux pour les artefacts que l'on produit. Okay, donc ici, les locaux artefacts inner source, d'accord. Remote artefact open source. Et vous voyez que la différence entre les deux, c'est cette colonne. Un repository remote, il va faire proxy d'une origine, d'accord. Ici, je vais proxifier le repo npm central sur npmjs.org. Ici, je vais proxifier Docker Hub. Sur PyPy, je vais proxifier file.pythonhosted.org. OK. Donc ça, c'est l'étape 1. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui gravitent autour de cette fonctionnalité principale qui est la gestion d'artefacts. Comme je l'ai dit, il va y avoir un système de webhook. Voilà, si je suis parti webhook, événements, etc., je vais pouvoir créer de l'automatisation. Mais la fonctionnalité numéro 1, ça va vraiment être de, ici, tac, 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 recréer ce contrôle. D'accord ? Ça, c'est le DevOps 101. Ensuite, en termes de sécurité, on va voir ensemble, de gauche à droite, les outils. On va commencer par, ici, ce firewall et cette gestion des packages open source. Le firewall, il s'appelle Curations. Ici, je vais désélectionner ce qui s'appelle JFrog Project. Donc, en gros, on a aussi, évidemment, un système de droit avec une matrice pour que des équipes puissent publier sur des repos ou d'autres, hein. N'hésitez pas à nous recontacter après le webinaire pour avoir des présentations plus en détail. Ici, l'idée, c'est de vous donner une première vision. Donc, j'établis une collection de repositories dans lesquelles j'ai des droits et j'ai des gens qui peuvent publier d'autres. Sur ces repos, je vais pouvoir appliquer du contrôle. Et donc, comme on a vu que les repos remote proxifiaient des origines, Curation va agir principalement sur les repos publics. Donc, c'est un firewall. Et comme un firewall, il va bloquer ou laisser passer des packages. Donc ici, l'idée, c'est qu'on va être au courant de tout ce qui se passe sur nos repos remote. On va bien sûr pouvoir choisir pourquoi les packages sont bloqués ou non. L'outil ne bloque rien par lui-même.
on va lui créer un système qu'on appelle des policies. On trouvera aussi cette même terminologie dans X-Ray pour pouvoir qualifier ce qui entre ou passe. Et alors ici, il y a pas mal de fonctionnalités, mais vous voyez qu'on a un détail sur ce qui est bloqué ou sur ce qui est entré dans l'organisation. Donc ça, c'est notre entonnoir. D'accord ? Beaucoup de choses à faire, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Donc pour que vous voyez tout, je ne vous détaille pas tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la machine, mais voilà, c'est nominatif. On voit quand un package a été approuvé, qui l'a demandé, qui l'a fait entrer dans l'organisation, et quand il a été bloqué, on voit aussi un affichage similaire, mais on voit surtout pourquoi il était bloqué, parce qu'il est en contradiction avec un package, avec une policy qu'on a définie. Et il y a évidemment un moteur de décision qu'on met à disposition des développeurs. Vous voyez aussi un petit peu les risques au passage. Je disais que quand on orthographie mal un package, on peut tomber sur des packages malicieux. On voit le type de piège. Je ne sais pas si vous connaissez Django en Python, mais voilà, si on tape Django avec 2 O malencontreusement, on tombe sur lui. Petit piège classique sur les packages NPM. Des fois, ils sont publiés avec un .js qu'on met par inadvertance sur le nom du package. C'était le cas de Cors. Ce que j'avais vu, moi aussi, il y en a un package qui s'appelle Fabrice, qui était un piège par rapport à Fabric, un package SSH. Voilà, c'est aussi un package malicieux, alors que le package, on va dire, safe to use, s'appelle Fabric. Il y a pas mal de packages toxiques qui traînent sur ces repos publics ou de frameworks dans des versions un peu plus anciennes qui vont amener quand même pas mal de vulnérabilités. Donc ça, c'est notre outil de firewall. Les infos de sécurité, par contre, on les a sur toute la chaîne, puisqu'on a notre propre équipe de sécurité. Donc, évidemment, sur ces packages, on connaît déjà leur toxicité ou leur aptitude à être utilisés en amont. Mais quand on identifie plus loin, si dans une image Docker, on va trouver Express en version 5.1.0, on a la même connaissance, évidemment. Ça, c'est pas quelque chose qu'on perd. Donc ensuite, si j'avance un petit peu dans ce cycle, mes packages sont arrivés ou ont été bloqués. Mon développeur a résolu avec le catalogue. Il y a tout un écosystème pour le développeur. Okay, vous avez été un petit peu spoilé dans mes vues d'écran. On met à disposition un plugin IDE où là, on va avoir une visibilité sur les dépendances, sur les secrets qu'on a leakés potentiellement, de l'information sur comment sécuriser le code, les issues de type Zero Days et SAST qu'on va trouver aussi à ce niveau-là. C'est un outil graphique. Si j'ai un développeur qui utilise VI, on a aussi une ligne de commande. Je vous montre juste aujourd'hui un petit peu à quoi ça ressemble, avec pas mal d'informations. On va retrouver aussi les secrets si on a aussi la partie Advanced Sécurité. On a aussi de quoi sécuriser le gestionnaire de sources Git. Par exemple, cet exemple que j'avais dans mon IDE, je le commit aussi sur GitHub. On s'intègre avec GitHub, GitLab, Bitbucket, etc. Et ici, on a aussi du monitoring en continu avec un outil qui s'appelle Frogbot. D'accord ? Je vais retrouver la même chose, la même qualification. Ici, c'est des trouvailles qui ont été effectuées par rapport à un scan périodique. Mais comme je vous l'ai dit, on a aussi du contrôle sur une pull request qui a été faite par un de mes collègues. Elle a été bloquée parce que le résultat du scan par Frogbot était négatif. On a une intégration dans cet écosystème. D'accord ? Donc, on avait toute cette partie-là. Je continue un petit peu. Ce code sur GitHub, je l'ai utilisé avec GitHub Action, voilà, pour produire une image Docker que j'ai envoyée sur un Artifactory. Ici, j'ai une intégration au niveau de ma CI. Je peux failer des builds par rapport au scan d'une image Docker, par rapport à mon scan des dépendances. Curation aurait dû bloquer mes packages. Pour les démos, j'aime les vulnérabilités, donc je laisse aller jusqu'au bout. D'accord ? Donc ici, mais voilà, tous les outils que je vous montre sont actionnables dans votre CI. Vous pouvez scanner une image Docker, vous pouvez scanner les dépendances que vous utilisez, vous pouvez bloquer les packages avec le firewall dans votre CI. D'accord ? Il y a de la traçabilité, c'est-à-dire que si je clique là, je vais être envoyé sur Artifactory pour voir les informations liées à mon build et ce qu'il a produit en termes d'artefacts, que je vais retrouver dans un gestionnaire d'artefacts. Ici, voilà, je vais dans un repo particulier dans lequel ma CI a publié ce package. Hop, voilà, au CI dev local. Je vais retrouver en fait le lien avec cette information de build. D'accord ? Ici, voilà, j'en publie un petit paquet puisque j'en publie un par jour. Je vais en prendre un au hasard, voilà, 499. Alors lui, c'est le fichier multi-arc. Voilà, et je le relie à un build. D'accord ? Et du build, je peux de nouveau aller voir le run. Hop.
qui m'a produit ça, et j'ai le lien dans les deux sens. D'accord. Traçabilité parallèle avec la chaîne agroalimentaire, on ne perd jamais ça. C'est pour ça qu'aussi le gestionnaire de binaire, c'est la pierre angulaire. Ensuite, j'ai produit quelque chose, j'ai un scan côté serveur. Cette image, que je produis tous les jours avec mon pipeline, hop, je vais la retrouver scannée au moment où elle a été envoyée, mais le scan ne s'arrête pas. C'est du scan, c'est du monitoring continu, voilà. Ça, c'est mon build d'hier. Hop, ici, tac. J'ai un scan côté serveur. Donc ici, beaucoup de choses. Le SBOM, la liste des ingrédients qui est produite. Voilà. De cette liste des ingrédients, j'ai les vulnérabilités. Évidemment, on peut faire beaucoup de choses. On peut créer des tickets Jira. On a un niveau d'alerte personnalisé. Vous voyez qu'ici, j'ai un chiffre qui est à 756. Ici, j'en ai un à 122. Le tableau a l'air très proche. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'on a un système de policy, un système d'alerte personnalisé, qu'on va pouvoir contrôler sur quoi on est notifié, pour éviter d'avoir trop de bruit. D'accord. Donc ça, pareil, ça va me notifier sur les failles critiques, vrais positifs, me notifier sur le fait que j'ai des secrets, et me notifier comment je me notifie, est-ce que c'est un email, est-ce que je bloque le téléchargement de ce package, etc. On a du contrôle sur les actions par rapport aux trouvailles. D'accord. Donc ça, c'est la partie monitoring continu. Si demain, sur un composant, sur accept 1.3.8, on découvre une nouvelle CVE, bah, tout simplement, mon compteur ici va passer de 756 à 757. Ça ne s'arrête pas. D'accord. Pour info, c'est tout le temps le même projet que j'envoie, moi, j'ai fixé les dépendances. Quand j'ai commencé à travailler sur cet exemple il y a 1 an et demi, j'étais à 620 vulnérabilités. Et ça augmente au fur et à mesure du temps. D'accord. Donc, moi, je le scanne tous les jours, mais mes résultats d'avant ont aussi augmenté en termes de vulnérabilité. Donc ça, c'est le scan continu. Enfin, c'est release. On a des concepts de plus haut niveau, avec un outil qui s'appelle le RLM, dans lequel on va pouvoir les qualifier. Je montre ça rapidement aussi, parce que ça gravite autour de ça. Donc ça, ce sont des releases. Ça pourrait être 3 ou 4 containers. Moi, en fait, mon container que je publie tous les matins, je l'envoie en fait en étape vient juste de se construire. Unassign, c'est le nightly build. Je peux voir en fait en termes de traçabilité toutes les étapes qu'il a franchies en termes de test unitaire. Voilà. Donc je peux voir ici que c'est une image Docker. Je peux voir les résultats de son test d'API, Postman, etc. Je peux stocker les résultats de mon build et je vais produire le SBOM. D'accord. Et voir aussi les feature flags que j'ai mis. Donc là, on voit bien les petits contrôles de sécurité ajoutés sur le logo infini. Ensuite, ça, je vais lui faire passer une série d'étapes. Ça s'appelle des promotions, de la qualification. Je vais l'envoyer en dev. Il y a de la copie d'artefacts sous-jacentes. Ici, de nightly build à dev, parce que j'ai configuré l'outil comme ça ne copie pas sur un répertoire. Par contre, quand je passe de dev à Q&A, ça va copier physiquement, parce que là, je vais changer de repo. D'accord. Vous avez vu tout à l'heure, quand je recherchais les résultats de mon scan continu, j'en avais plusieurs des repos de type OCI, je les ai appelés Draw, OCI, QA, Dev, Staging, Prod. D'accord. Donc ici, je le passe sur ça. Ici, je n'ai pas câblé d'action. J'aurais pu câbler ça au déploiement dans un cluster cube dédié à ma vague, etc. Mais on garde une trace de toutes ces promotions et de pourquoi c'est passé. Donc j'aurais pu attacher des évidences, faire sur un environnement de données un test de montée en charge et l'attacher. Je ne l'ai pas fait parce que c'est une démo, mais pour le coup, voilà, je peux aussi, par exemple, passer cette version 499 en prod, d'accord. Et là, vous allez voir que je peux déclencher un pipeline. Tac. Donc ici, dans cette partie pipeline, hop, j'ai déclenché la création d'un pipeline GitHub Action. Ça vous parlait tout à l'heure avec les webhooks. Donc on matérialise bien. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a créé ces objets de release, n'importe qui dans l'équipe peut déployer et on peut bien cadrer la façon dont ça va être déployé, voilà, juste en ayant créé de l'automatisation, et n'importe qui dans l'équipe peut déployer, d'accord. Donc là, ici, j'ai créé quelque chose au niveau prod, et moi, ce que je fais ici, c'est que je ne déploie pas forcément dans Argo CD, mais j'aurais pu, parce que j'ai une image avec un tag, d'accord. Il m'aurait juste fallu committer un fichier. Je simule ça et j'attache une évidence de déploiement pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez créer comme automatisation autour de ça. Donc ça, c'est mon automatisation sur le build et sur une gestion de release. Et la finalité, c'est que ça va se retrouver déployé quelque part. Et là intervient notre dernier composant, la partie runtime, qui va pouvoir monitorer
les clusters Kubernetes et au cours de l'année, on va aussi étendre ce monitoring Kubernetes de tout type. Alors ici, c'est des clusters principalement sur AWS, mais on peut monitorer ce qui tourne chez GCP et Azure ou des clusters Kubernetes Vanilla. D'accord, il y a une partie admin où on va déployer des sensors sur les clusters à monitorer ici. Voilà. Et on peut voir aussi le management des sensors, etc. D'accord. Pour s'installer, c'est vraiment un coup d'une charte sur votre cluster. Voilà. Pas quelque chose de très compliqué à déployer. Et le bénéfice, c'est que vous avez sous contrôle vos clusters Kubernetes. Vous pouvez voir ce qui tourne dedans, voir si c'est des images qui viennent d'Artifactory ou non. Donc quand ça ne vient pas d'Artifactory, c'est des images non trustées. Voir la différence, c'est une image qui existe dans Artifactory, mais le checksum n'est pas le même, donc elle a été tempérée, soit elle a été écrasée côté Artifactory après, soit elle a été écrasée au déploiement dans le cluster cube. Et quand c'est des images qu'on connaît, on peut les matcher exactement avec des scans X-ray déjà faits. Voilà un petit peu comment ça boucle la boucle. Ici, évidemment, on va retrouver, comme je vous l'ai dit, les infos, on ne les perd jamais. On a les mêmes infos qui nous viennent de notre équipe sécurité. On est CNA, on est une équipe de sécurité qui publie beaucoup de trouvailles en termes d'analyse des CVE. Déjà, les dernières CVE et la découverte à la mode qu'on attaque dans tous les sens, mais on va aussi discloser des CVE parce qu'on est CNA. Vous le trouverez aussi sur cve.org. Si vous cherchez JFrog, on est CNS, ça veut dire qu'on est habilité à donner du score à des CVE, à donner notre avis, habilité à discloser des nouvelles trouvailles, et qu'on a une équipe en cybersécurité suffisamment reconnue et importante pour être aussi listée sur cette page-là. D'accord ? Donc ça alimente l'outil sur toute la chaîne. On ne perd rien, évidemment, comme information. La valeur d'avoir aussi la partie runtime, c'est que, en termes de priorité, comme je l'ai dit, ça reste un arbitrage, vélocité, et compromis sur les attentes en termes de sécurité et de facilité au développement. On va forcément prioriser la résolution d'une faille vraie positive critique qui tourne en production par rapport à une faille critique vraie positive mais qui n'est pas encore déployée. Voilà. C'est un peu ça l'idée de runtime, c'est de mettre les choses dans le bon ordre et d'avoir au premier coup d'œil un cluster Kubernetes qui est sous contrôle. D'ailleurs, ici, en l'ayant déployé chez des clients, il y a des clients qui se sont rendus compte qu'ils avaient des versions snapshot qui tournaient en production. Ça a posé des questions en interne, même s'il n'y a pas de faille de sécu. Et en termes de sécurité, ça vient compléter le tunnel de priorisation. D'accord ? Parce que ça va être ça le nerf de la guerre. On peut passer des sprints entiers à fixer les failles de sécurité. Comme je l'ai dit, la sécurité zéro n'existe pas. Donc le tout, c'est d'avoir un niveau du tonneau le plus élevé possible avec un impact sur la vélocité le plus bas possible. Ça va être ça l'enjeu du DevOps. D'accord ? Et voilà globalement comment ça finit la chaîne. Donc, on arrive dans les 10 dernières minutes. J'espère vous avoir donné une bonne vision d'ensemble. N'hésitez pas à nous contacter suite à ce webinaire. Je vais vous mettre ici quelques petits emails de contact. Donc, vous pouvez aller sur le site JFrog aussi pour nous contacter. On a un petit bot, etc. Il y aura des informations de contact. Mais si suite à ce webinaire, vous voulez en savoir plus, vous voulez avoir une présentation avec un public plus développeur, etc., contactez-moi ou mon collègue David Bellio aussi. Voilà, chacun de ces emails, mettez-nous tous les deux en copie et ça sera avec plaisir qu'on fera des présentations plus en détail sur un des composants de la chaîne. Il nous reste un peu plus de 7-8 minutes ensemble. N'hésitez pas, s'il y a des questions, à me les mettre dans le chat. Il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été crystal clear. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie d'avoir participé, d'être venu à ce webinaire. Alors, chez JFrog, on fait ce type d'événement assez régulièrement. Merci Karl pour le feedback. Chez JFrog, comme je disais, on fait ce type d'événement assez régulièrement. Il y aura d'autres webinaires. Donc voilà, restez à l'écoute sur des parties aussi encore introduction, mais aussi sur des parties plus avancées. Et on a aussi un grand événement qui s'appelle le Swamp Up, qui aura lieu à Berlin en novembre. Il y a le lien dans le chat. N'hésitez pas aussi à passer sur le site JFrog,
vous verrez toutes les infos, mais voilà, pour la partie, pour l'événement, de cette année, c'est notre grand-messe, en fait, où on annonce la roadmap du produit pour l'année à venir. Ça se passe à Berlin et voilà, c'est, en novembre, du 12 au 14. Les infos sont dans le chat et sur le site de JFrog. N'hésitez pas à venir et à y participer et à nous demander, des inscriptions. Il reste encore quelques places, mais ça se remplit assez vite. Dans ce type d'événement, donc il y a beaucoup de conférences et il y a aussi des trainings, pratico-pratiques sur comment mettre ça en œuvre, dans vos sociétés, comment, créer, des pipelines, DevSecOps, avec tous les outils qu'on a dans la plateforme assez efficacement. Ça prend que quelques lignes de code à ajouter. Donc n'hésitez pas parce que, voilà, il y a vraiment des ressources, à la fois de nos équipes produits, mais à la fois de nos équipes aussi professionnels services qui vous aident à vous y prendre par la pratique pour améliorer votre pipeline DevSecOps. Je vous remercie encore pour le feedback et la participation à ce webinaire et je vous souhaite à très bientôt.